Merci de cette dialogue. C'est vraiment super cool de se rencontrer. Oui, pour moi aussi. Bonjour. Une première rencontre. On va échanger sur ce que peut être une coopérative. Ouais. Donc, Makila, c'est quoi? Makila, c'est une coopérative à but non lucratif qui a démarré en 2008. Et c'était un groupe 13, je pense à l'époque, c'était 13 cinéastes indépendants, issus de toutes sortes de diversités de pays et background, qui ont décidé de créer un lieu où on pouvait créer. Où on pouvait créer sans nécessairement attendre les subventions, où on pouvait créer par l'entraide, la collaboration, essayer de trouver un nouveau modèle de création où on pouvait juste se lancer puis faire des petits projets ensemble, utilisant les nouvelles technologies. Et Makila, c'est le mot Makila veut dire en gros sweatshop. C'est comme une sorte d'usine où on exploite les gens. Et donc, du coup, le but, c'était de dire, ben, on va s'exploiter nous-mêmes, quoi. On va travailler nous-mêmes pour nous-mêmes. Et bon, évidemment, pas dans l'exploitation, mais c'est un peu ironique de se dire, si on va travailler fort, mais on va le faire ensemble, puis on va faire nous-mêmes. Puis si on relie un peu toutes les ressources qu'on a, on peut créer des projets. Donc, voilà. C'est un petit peu le début. C'était quoi votre lien au départ? Vous aviez étudié ensemble? Vous aviez travaillé ensemble? Oui, je pense que c'était un mélange. Moi, j'ai intégré Makila l'année d'après, donc je suis pas dans les membres fondateurs, mais c'était un mélange entre des gens qui avaient étudié en cinéma à Concordia, des gens qui travaillaient dans le milieu, des nouveaux arrivants, des gens un petit peu de partout qui essayaient de créer un milieu de créativité, en fait, de collaboration, et qui était peut-être un peu à l'extérieur de tout ce qui était déjà en place. Essayer de refaire un peu un modèle qui collait aussi à différents types de voix, qui n'avaient peut-être pas la place à l'époque et qui commencent maintenant à avoir de plus en plus de place. Mais au début, c'était un petit peu une des premières une des premières entités qui commençait vraiment... Je veux dire, la diversité, on n'a pas besoin de manifeste pour expliquer que Makila, c'est un melting pot des gens qui viennent de partout dans le monde. Et d'ici aussi. Donc, voilà, un beau mélange. Alors, ça ressemble un petit peu à ça aussi au début de la coopérative, sauf que c'était des gens qui avaient déjà fait un peu de cinéma dans différents secteurs ou qui s'étaient intéressés au cinéma, mais on se rendait compte, en fait, que il n'y avait pas d'endroit où on allait avoir la possibilité de s'intégrer. Parce qu'il existait des entreprises de production, des sociétés de production, mais qui, à cette époque-là, étaient plus des sous-traitants pour la télévision ou la publicité ou ce genre de choses-là. En fait, le cinéma créatif se faisait plus du côté de l'ONF, en fait, à l'époque. Et quelques-uns des cofondateurs étaient passés aussi par l'ONF, mais même il y avait eu un peu de production à l'extérieur de l'ONF en indépendant. Et en fait, l'idée, c'était effectivement de rassembler des gens qui avaient cette volonté-là de faire quelque chose. Et la formule coopérative nous plaisait parce que justement, elle permettait d'intégrer différents secteurs de ce que c'est la création en cinéma, autant au niveau du court-métrage, des documentaires, ou même, en fait, ce qui est arrivé assez rapidement, parce que comme on avait déjà des expériences en tournage, on est allé assez rapidement en long-métrage, en fait. Les premières productions sont faites dès la première année de la création, de la fondation de l'ACPAD, et ça a continué, en fait, avec beaucoup de jeunes cinéastes. En fait, nos deux premiers films, le premier est un film un peu expérimental, c'était Bulldozer, où il y avait la volonté d'expérimenter le tournage en vidéo et de le reporter ensuite sur pellicule. Malheureusement, c'est une expérience qui s'est pas continuée parce qu'au bout de quelques jours de tournage ou quelques semaines de tournage, on s'est rendu compte, les personnes qui mettaient ça de l'avant se sont rendu compte que c'était pas encore assez perfectionné, donc c'était mis de côté, on est revenu au 16 mm. Et le deuxième film qu'on a tourné, qui est un film avec Mireille Danseau, donc probablement la première femme qui a tourné dans l'industrie privée au Québec,
Là, on est allé en Super 16, qui était quelque chose qui commençait à être utilisé. En fait, on avait lu que ça avait été expérimenté en Suède et on a travaillé avec des gens ici qui avaient modifié une caméra pour pouvoir tourner en Super 16. Ça raconte un peu le début, mais on pourra y revenir au fur et à mesure de tes questions ou de ce qui peut t'intéresser. C'est super cool. Cette volonté de créer quelque chose, un univers où on peut créer. Je pense qu'on a quelque chose en commun là-dedans, à différents moments de l'histoire, mais qui est quand même une envie qui existe et des gens, c'est de rassembler. Mais la formule coopérative, c'est vraiment intéressant parce que, bon, il y a des gens qui se relient, qui créent des compagnies. Nous, je pense qu'au départ, c'était une coopérative à but lucratif et après, on a changé à but non lucratif. Oui? Ouais. Okay. C'était vraiment une envie d'aller chercher aussi différents types de financement pour créer des activités qui n'étaient justement pas pour nécessairement avoir un chiffre d'affaires, mais pour développer des projets, mettre vraiment les créateurs au centre et pas nécessairement être lié à une machine qui doit avoir un revenu. Voilà. Donc, mais je suis curieuse de savoir vos choix. Oui, nos choix, c'est ça. Ben, nous, la question ne s'est pas vraiment posée au départ. Je pense qu'on était assez ouvert à l'idée à la fois de rassembler les gens, mais pas nécessairement d'aller du côté but non lucratif. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au départ, comme ça n'existait pas beaucoup au niveau des financements, on a bénéficié, même en étant lucratif, des subventions, soit de Téléfilm, soit du Conseil des arts du Canada à l'époque. Mais évidemment, au fur et à mesure des années, à un moment donné, on nous a dit, ben là, vous êtes à but lucratif et il y a des gens qui font d'autres services comme des ateliers ou des regroupements d'artistes. Donc, à un moment donné, les ateliers pas les ateliers, mais les subventions se sont arrêtées. Il a fallu trouver une autre façon de fonctionner. Et il faut dire aussi que dans le domaine du long métrage, je pense que ça aurait été assez difficile de continuer sous forme non lucrative parce que dès le départ, les longs métrages qu'on a tournés étaient financés par Téléfilm Canada, qui s'appelait à l'époque Plastique. Et eux, je pense qu'ils n'auraient pas financé une coopérative qui n'était pas à but lucratif. C'est-à-dire que comme c'est des investissements et en principe, il faut leur retourner le financement. Donc, ça nous a amené sur ce chemin-là. Par contre, au niveau de l'évolution, je pense que c'est une question aussi d'évolution. C'est-à-dire que nous, on a commencé dans les années 70, 71, en fait, pour être juste. Ça a commencé en fait avant, mais officiellement c'était en 71. Et en fait, ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi, c'est qu'il y a eu une forme de ce que j'appelle de l'essaimage, c'est-à-dire que les gens qui étaient, mettons, plus du côté de la technique sont allés former un syndicat de techniciens. Les gens qui étaient plus du côté de l'écriture sont allés vers la Sartec. Et donc, il y a eu tout ça qui s'est passé. Et même à l'intérieur de la coopérative, ce qui s'est passé, c'est que on était quelques producteurs, mais il y a des gens qui ont commencé en faisant de la réalisation, et qui sont ensuite passés à la production, ou qui sont allés réaliser ailleurs. Donc, il y a eu vraiment un essaimage de ce côté-là. Et par rapport à ce que tu disais, la nécessité de faire qu'il y ait une continuité sur le plan financier, administratif et tout ça, faisait qu'il fallait effectivement trouver du financement. Et donc, une volonté même à un moment donné, d'aller vers ce que les autres entreprises faisaient autour, pas nécessairement de la publicité, mais peut-être du film éducatif ou des choses comme ça. Et on s'est rendu compte que c'était pas vraiment notre domaine. Donc, on s'est vraiment resserré autour de la production surtout de longs métrages, documentaires d'auteurs et ce genre de choses-là. On pourra y revenir tantôt, je ne veux pas m'accaparer. Non, mais c'est super fascinant. Mais c'est intéressant parce que le début de quelque chose, tu tâtes plein de différentes choses. Nous aussi, le tout premier projet qu'a fait Makila, c'était le cadavre ski, que je t'en avais parlé, c'était excellent. C'était une façon très, très ludique de revenir à la création.
parce que c'était quand même des cinéastes, que c'était pas des gens qui faisaient ça pour la première fois. C'était tous des gens qui avaient déjà produit, réalisé des choses. Et donc, avec les petites caméras vidéo qui sortaient, l'idée de chacun fait une 30 secondes et passe au prochain les 5 dernières secondes de son montage, et ensuite de suite, et une fois par semaine. Et après, à la fin, une autre personne fait tout le montage, et donc du coup il y avait une projection, et pour la première fois on voyait ce qui se faisait tout. Alors ça faisait des expériences très ludiques, très et qui motivaient les gens de juste créer pour le fun et tout ça. Donc ça s'est fait plusieurs fois aussi. Dans le cadre du FNC, je pense qu'il y a eu une année où il y a eu collaboration avec des jeunes d'un quartier dans le nord de Montréal. Et après, il y a eu, moi, où j'ai intégré la coopérative, c'est quand on a lancé le projet Cubanat, qui était un pitch quasiment de documentaire. En tout cas, les débuts, c'est une longue histoire, mais on est fini pour devenir la soirée de pitch des RIDM à Montréal. Et l'objectif, c'était d'aller chercher des projets de documentaires qui étaient vraiment peut-être des types de projets, des types de personnes qui étaient à l'extérieur des cadres qu'on présentait dans les gros forums, Hot Docs, Silver et compagnie. Et d'inclure le public dans la sélection des projets, d'aller chercher des sponsors, d'avoir plein de choses dans le chapeau à la fin, toutes des gens qui travaillent dans l'industrie. L'idée de créer une communauté où, à la fin, on pouvait relier le public, les créateurs et l'industrie ensemble pour aider des projets à se faire. Et on en a soutenu beaucoup. On a fait des ateliers de pitch, on a aidé les gens à cerner leurs idées, beaucoup. Et on est très contents. Et ça nous a vraiment... En tout cas, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place dans Maquila. Qui nous a fait connaître. Mais à la base, on est des créateurs, on est des cinéastes, et on s'est dit, on a envie quand même de nous-mêmes créer nos propres films, nos propres projets. Et on s'est recentré sur une des choses qui existe depuis Maquila, depuis toujours aussi, ces sessions d'incubation, où un groupe de 4-5 cinéastes se rejoint une fois par mois et se donne du feedback réciproque sur ces projets. Et donc, sur une longueur de plusieurs mois, de suivre vraiment l'évolution des projets, d'un petit paragraphe jusqu'à un scénario ou une étape de scénario et tout ça. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on est tous un peu tout seuls dans notre monde quand on crée, et on a tous besoin d'avoir du feedback constructif par d'autres personnes qui ont un regard extérieur mais qui vivent la même chose, et qui n'a pas nécessairement encore l'enjeu du producteur ou des gens qui financent. Donc, on est revenu à ça cette année. On a eu de financement pour ça et on a créé un programme de 9 mois de projets d'incubation. On a 2 groupes qui vont bientôt avoir quelque chose à présenter. On va faire une sorte de Cubanat 3.0, une présentation des projets. D'accord. Donc, on est un peu... C'est ça, on a aussi fait un peu de corpo, des vidéos pour la Croix-Rouge, toutes sortes de choses. Et là, on est un peu en train de se cerner sur le développement des projets, de toutes sortes, documentaires, nouveaux médias, expérimental, fiction, long-métrage, court-métrage, web-série. Partout, c'est possible de s'exprimer. Voilà, pourquoi catégoriser les choses, et voilà, on est un peu ouvert à tout, et c'est très stimulant. D'accord. Est-ce que vous avez une structure? Comment tout ça s'organise? Est-ce qu'il y a une permanence? Est-ce qu'il y a des locaux? Est-ce que... On a des locaux. Il y a le CA qui se parle une fois par mois. On a une coordinatrice qui suit un peu l'acheminement de ça. Je dirais en toute honnêteté, jusqu'à peu près l'année dernière, ça a été vraiment amené à bout de bras de manière très militante, où personne n'était payé, puis on faisait tout ça pour vraiment la cause de la communauté audiovisuelle. Ici, un peu partout dans le monde aussi, parce qu'avec le Cubanat, avec Diego Brissagne, on a voyagé un peu partout dans le monde et on a fait des collaborations avec différents marchés. Donc, on a vraiment encadré, soutenu beaucoup de créateurs. Et c'était très stimulant. Ça nous a aidé nous-mêmes à développer nos propres projets. Et voilà. Là, maintenant, on a un petit peu de financement. Puis on espère en avoir de plus en plus pour pouvoir avoir une pérennité, justement.
Parce que c'est pas... Après, je serais curieuse de vous, votre coopérative, comment elle est faite, parce que nous, au départ, c'était 13 membres. Après, il y en a certaines qui sont parties, d'autres qui se sont rejoints. C'est comme... Maquila, c'est comme quelque chose qui bouge, qui n'est pas fixé avec les mêmes 5 personnes tout le temps. Ça me fait penser à un accordéon. Mais vas-y, continue. Et ça s'expande et ça se rétrécit selon les types de projets, les gens, leur disponibilité. Quelqu'un développe un projet, il développe, et après peut-être il passe ailleurs, puis il revient avec un autre projet, puis peut-être on peut aller chercher des fonds pour le produire. Bon, on ne peut pas aller voir la Sodec et Téléfilm parce qu'on est à but non lucratif, mais on peut quand même, avec le Conseil des arts... trouver un peu de financement. Nous, en fait, je parlais tantôt d'essaimage. En fait, ce qui s'est passé au fur et à mesure des années, c'est qu'il y a eu justement pas des sections, mais des gens qui sont partis plus dans leur domaine particulier, parce qu'au départ, dans la coopérative, c'est un peu spécial, parce que je pense que le formulaire de création, il y avait 13 personnes autour de ça. En fait, on était beaucoup plus nombreux. C'est les personnes qui étaient présentes au moment où on a signé le formulaire, mais effectivement, sur le formulaire, il n'y avait pas les 50 noms ou l'entièreté de ceux qui s'étaient intéressés à la coopérative. Et ce qui s'est passé, c'est que justement dans les périodes où on cherchait à trouver une façon de vivre, pas juste de survivre, il a fallu en fait investir, demander à chacun de faire un investissement. Et à ce moment-là, on était, je pense, une douzaine ou une quinzaine de personnes à ajouter financièrement des fonds. Et c'est ce qui est le cœur de la coopérative présentement. Mais dans les faits, pour aller un peu plus vite, parce que je ne sais pas comment tout ça va se dérouler en termes de dialogue, là, présentement, ou dans les dernières années, ce qui s'est passé, c'est que je dirais qu'on fonctionne plus comme des associés. Et la décision qu'on a prise aussi dans le fonctionnement, c'est de dire, nous ne sommes plus une coopérative de services, parce qu'au départ, ça ressemblait à ça. On avait de l'équipement pendant assez longtemps, d'ailleurs. Le dernier équipement, de toute façon, qu'on avait, c'était pour servir les productions. Donc, on a pris la décision d'aller en une coopérative de production. Donc, vraiment, notre mission, c'est la production. Et c'est basé aussi beaucoup sur les personnes, en fait. Ça s'est cristallisé autour de je dirais, 5, 6 producteurs, puis maintenant, c'est moins nombreux. Mais, donc, c'est des gens qui se sont vraiment consacrés à la production. Ça me surprend aussi dans votre fonctionnement. Je me dis, est-ce que vous avez peur des producteurs? Comme vous avez peur des institutions. Mais bon, on y reviendra. On n'a pas peur des producteurs. Pas du tout. Je dis ça un peu pour te taquiner. Donc, on est vraiment allé dans ce sens-là. Et la démarche aussi qu'on a choisie, c'est d'accompagner des auteurs. Donc, on peut pas en accompagner 50. Il y a vraiment, je dirais, peut-être une dizaine d'auteurs avec qui on a travaillé. Et si on pense à Bernard Raymond, il a fait pratiquement tous ses longs métrages de fiction avec nous, quelques documentaires ou courts-métrages, un peu la même chose avec Pierre Falardeau. Il y a quelques auteurs comme ça avec qui on travaille. Donc, on s'est vraiment consacré à dire que, on fait de la production parce que, en fait, la plupart de ceux qui sont arrivés au moment de la fondation de la coopérative voulaient faire des films ou voulaient participer à des films. Moi, j'avais déjà réalisé 2 films, mais quand je suis arrivé à la coopérative, j'ai dit, bon, pour l'instant, je vais me consacrer à la production et je suis resté là-dedans. Mais donc, tu vois un peu comment, puis il y a Bernadette qui est arrivée assez rapidement aussi dans la coopérative et qui s'est consacrée à la production. Et il y a d'autres producteurs aussi qui ont été là. Il y en a qui sont venus faire quelques films, qui ne sont pas nécessairement restés. Il y en a qui sont décédés. En tout cas, bon, c'était tout un historique. Donc, on est vraiment allé du côté de la production et d'accompagner, en fait, des auteurs, des réalisateurs ou des réalisatrices. Et est-ce que les auteurs, réalisateurs, réalisatrices sont membres de la coopérative? Comment ça marche? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est pour ça aussi que je te disais, on fonctionne plus comme des associés parce que pour nous, présentement, parce que c'est une question vraiment d'évolution, c'est pas nécessairement le nombre qui compte. Le défi qu'on a présentement,
c'est comment passer à d'autres générations. Parce que, bon, 50 ans, on arrive pas mal au bout de ce qu'on a donné et il faut s'assurer, en fait, que ça puisse continuer. C'est quand même quelque chose qui est possible parce que comme c'est un groupe, c'est pas comme s'il y a une personne, la personne part, c'est fini. C'est même s'il y a une personne qui part, ça reste quand même un défi, là, parce que comme on n'est pas très nombreux, ça fait aussi des fois un morceau important. Il faut s'assurer, en fait, qu'il va y avoir une suite par rapport à ce qu'on souhaite qui arrive. Là. Donc, c'est notre défi. Là. Je comprends. Et vous êtes combien, en fait? D'associés? Ouais. Ben, je dirais que, en fait, 4. D'accord. C'est vraiment pas... c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup. Ouais. Nous, on est 5 ou 5 sur le CA. Oui. Mais en membres, je pense qu'il y en a peut-être actifs une dizaine qui sont impliqués dans différentes activités et tout ça. Peut-être non actifs un peu plus. OK. Mais qui vont peut-être devenir actifs, dépendamment. En fait, ce que je dois ajouter, c'est que oui, il y a 4 personnes qui sont là, mettons, dans le quotidien. Il y a du personnel aussi avec qui on travaille depuis longtemps. Ouais. En fait, c'est 2 personnes, c'est pas des dizaines de personnes, c'est 2 personnes. Mais on a aussi un conseil d'administration. Et ça, c'est l'élément qui nous aide beaucoup, parce qu'en plus des 4 qui sont là dans le quotidien, il y a quand même deux réalisateurs et 3 autres personnes, je dirais, qui soit connaissent bien la coopérative, même des gens qui sont d'un autre milieu, du milieu de la finance, en fait de la finance un peu spéciale, parce qu'il y en a qui travaillaient dans des coopératives, alors ça reste un peu dans le même domaine de réflexion ou de façon de voir les choses. Là. Oui, mais c'est intéressant le milieu coopératif, le côté collaboratif, et pourquoi ce choix de faire un coopératif de production et pas juste une Inc? Pourquoi vous avez gardé ça, même si je pense que parallèlement, vous avez dû créer une structure à but lucratif comme vraiment une Inc. Oui. Mais vous avez quand même gardé la... Ah oui, on a quand même gardé. Ça vient vraiment des débuts, parce que en fait, on a démarré comme ça et je pense que c'est des valeurs auxquelles on tient. Et comme les gens qui tiennent à ces valeurs-là sont toujours là, ben, ça reste. Il y a peut-être des gens, effectivement, qui sont passés à l'ACPAD qui ont dit, ben, pourquoi vous gardez cette structure-là? C'est peut-être pas l'idéal. Puis bon, il y a des gens qui sont passés à l'ACPAD, qui ont travaillé, puis qui ont fondé leur compagnie après, là. C'est pas... Mais je suis curieuse de savoir pourquoi, pour vous, c'est quoi dans ces valeurs-là que vous avez décidé de garder? Je pense que l'élément, faudrait demander à mes collègues, là, mais je pense que l'élément qui nous tient, c'est vraiment le fait d'être ensemble. Et d'être ensemble dans une formule qui est à la fois flexible et qui laisse la place à chacun. Parce que ça, c'est un élément... tu parlais tantôt de comment les projets sont choisis, comment ils sont retenus. Au début, effectivement, il y avait beaucoup de discussions autour de tous les projets. Tout le monde voulait intervenir dans les projets, ce qui n'était pas nécessairement facile. Et je pense qu'avec le temps, puis quand je parle d'associés, c'est un peu ça, c'est que chacun reconnaît, je pense, la compétence de son collègue. Et ça fait, en fait, qu'on fait pas tous la même chose, on fait pas tous de la même façon, mais de mettre ça tout ensemble, ça fonctionne. Et dans ce sens-là, effectivement, la formule coopérative est une bonne formule parce que ça permet ça donne les bases de façon différente. Je pense que si c'était une compagnie, il y aurait probablement d'autres éléments qui entreraient en ligne de compte, qui sont pas nécessairement les motivations que les individus ont, en fait, en étant dans la coopérative. Oui, tout à fait. Ben, je pense qu'on se rejoint là-dessus. C'est ça. Puis bon, tu parlais de la compagnie. En fait, la compagnie qu'on a formée pour justement faciliter, en fait, ça a été créé au moment du changement dans le financement. Je pense que c'était au moment des sociétés en commandite, qui était une formule de financement avec de l'investissement privé, qui était une formule un peu boiteuse, là, où il fallait que ce soit une compagnie. Donc,
ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé une compagnie, mais qui appartient à 100% à la coopérative. Donc, c'est vraiment une filiale d'un outil de travail, tout simplement. Et puis, avec les crédits d'impôt, tout ça, ça fonctionne mieux. Oui. Théoriquement, on aurait accès aux crédits d'impôt en tant que coopérative au Québec. Mais dans les faits, je pense que ce serait un peu compliqué. Puis à ma connaissance, je pense pas qu'il y ait personne qui fonctionne de cette façon. Parce qu'il y a quand même plusieurs coopératives ou des modèles qui ressemblent à ça. Je pense au film de l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui, oui. Bon, c'est un peu un modèle, je pense, qui ressemble un peu à... Je ne sais pas si les films de l'autre sont une coopérative. Non, je pense qu'il y a une OBNL. Oui, ouais. c'est ça. Donc, à but non lucratif, oui, c'est comme ça. Oui. quelque part dans le... oui, dans le côté parallèle, alternatif, tout à fait. Oui. Ben, le fonctionnement d'une coopérative, c'est particulier aussi. La manière où je trouve que ce qui est intéressant, ce que j'aime beaucoup des maquilas, c'est le processus de décision. Oui. Alors, c'est comment? Ben, comme, voilà, nous, on a le CA qui mène tout ça, mais voilà, on propose des choses aux membres, les membres sont quand même impliqués, et voilà, c'est pas juste une personne ou deux personnes qui décident, on essaie on inclut les membres dans le processus le plus qu'on peut, là. On s'entend, on est tous des bénévoles là-dedans en ce moment, fait que ça aussi, il faut jongler un peu ça avec tous nos autres engagements. Mais j'aime ça. Mais les membres réagissent sur un pitch ou ils réagissent sur un texte? Je pense que quand on va chercher les autres membres, c'est plus dans l'AGA à l'année. Oui. Voilà. Donc, et après, c'est des types d'activités qu'on mène aussi. Comme là, par exemple, quand on a fait l'appel à projet pour l'incubateur, ça, c'était comme on a fait un appel à projet, on a reçu des projets, il y avait un jury mélangé, des gens des maquilas externes qui ont sélectionné des projets, qui suivent le cours, et après, il y aura une présentation, puis voilà. On essaie d'inclure la communauté le plus possible dans les décisions. C'est pas toujours facile. On a découvert ça avec le Cuban Hat, où au début, on voulait juste que ce soit le public qui vote pour les gagnants, et après, on s'est rendu compte qu'il fallait tempérer pour que ça ne soit pas un concours de popularité. Puis on a trouvé la formule entre le vote du public, le vote en ligne, le vote des experts, le vote du comité des pairs, le vote des gens de l'industrie, les commanditaires. Voilà. Mais on essaie de créer des activités comme ça, qui incluent différentes voix dans le processus des décisions. Pas toujours facile, mais... Tu me disais tantôt que vous ne craignez pas les producteurs ou les institutions. Non, pas du tout. Calme-moi ça un petit peu. Non, mais pas du tout. Même, d'ailleurs, dans notre idéal, on aimerait avoir des différentes boîtes de production qui gravitent autour. Tu vois, on peut avoir des membres soutiens, qui ne sont pas nécessairement les créateurs qui créent à l'intérieur de la coopérative, mais qui soutiennent la coopérative et qui peuvent proposer des services ou créer des collaborations avec les membres. Donc, ça peut être des producteurs, ça peut être des endroits, des locations d'équipements et toutes sortes de services. Non, c'était juste dans l'idée de ce processus d'incubation où on s'est dit, c'est bien de développer des projets et c'est challenger, c'est pousser à développer le plus possible qu'on peut avant de le présenter à une institution ou un producteur, une productrice, pour qu'on ait déjà essayé de travailler toutes les potentielles problématiques dans un récit, comme quand on le présente, on a déjà quelque chose qui se tient, qui peut modeler, parce qu'il y a eu un projet, évidemment, ça continue à se réécrire jusqu'à la dernière journée du montage, jusqu'au mix. Mais d'avoir quelque chose qui a une certaine matière déjà travaillée, déjà questionnée, déjà dans un endroit un peu safe, parce qu'il n'y a pas de jugement. Puis tout le monde est au même niveau, parce qu'on est 5 et on est tous en train de développer un projet. Fait que je te donne du feedback, tu me donnes du feedback, c'est très réciproque. Donc il n'y a pas de jugement. Et ça dure combien de temps? Et là, ce qu'on a fait, c'est un programme de 8 mois, 9 mois, où chaque mois, on se rencontre, on se donne des devoirs. Le mois prochain, il faut qu'on développe, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Et on a chacun des mentors aussi, ça, c'est très cool. D'accord. Et donc, on a le feedback du groupe et aussi le suivi de mentor, de quelqu'un qui travaille dans l'industrie depuis un certain moment.
C'est super cool, ça. Est-ce que vous avez de la difficulté à trouver des mentors? Non, on n'a pas eu la difficulté, mais on est toujours à la recherche je me demande comment mentors. Comment ça se passe? Oui. Non, on a eu à travers des gens qu'on connaît. Puis, essayer de matcher, en fait, on a d'abord, les projets ont été sélectionnés d'abord, et ensuite, on a essayé de trouver des mentors qui collaient avec le projet ou avec la personne qui portait le projet pour essayer d'avoir une cohérence de... Voilà. Mais je pense qu'on est déjà à 5 minutes. Ah oui? On a plein d'autres choses. Mais une chose dont on voulait peut-être parler, c'était le je ne sais pas comment dire en français, le ownership, le droit d'auteur. Ben, non, c'est pas le droit d'auteur exactement. Un peu plus. C'est particulier au Québec, hein, l'industrie où l'auteur doit vraiment donner tous ses droits au producteur. Et c'est les institutions qui demandent ça. Oui, en fait, c'est très nord-américain. En fait, c'est pas juste au Québec. Voilà, oui. C'est le principe, effectivement, des États-Unis, si on veut dire. C'est ça, je connais moins. Qui est peut-être différent un peu de ce qui existe en France. Oui, effectivement. Ça, je ne sais pas comment on peut en sortir, en fait. Je ne sais pas comment vous voyez ça de votre côté. Nous, je pense que ce dans quoi on est engagé avec les institutions, c'est à peu près impossible de fonctionner autrement. Parce que, en fait, la responsabilité est quand même très grande. Et je pense que c'est un modèle qui est lié, en fait, au long métrage, qui est lié à tout ce qui est télévision, qui est lié vraiment à moins. En fait, ce qui se passe, c'est des fois des auteurs qui deviennent producteurs de leurs œuvres. Voilà. Mais bon, ça suppose qu'ils assument, en fait, la responsabilité des producteurs. Mais c'est aussi notre travail. C'est pas le même travail. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça aussi que je pense que les personnes avec qui on fait des projets n'ont pas tellement de résistance ou ils comprennent que c'est comme ça que ça fonctionne, puis on peut difficilement y échapper. Là. Je sais. Et puis je pense que c'est différent en fiction qu'en documentaire, parce que quand tu travailles sur ton film pendant 5 ans, puis tu le développes, puis tu investis du temps et d'énergie, tu vas faire des voyages de recherche avec des petits bouts de ficelle et tout ça, ça aussi, c'est un investissement qui n'est pas négligeable. Mais ça, c'est pas du tout considéré. Mais en long métrage, ça peut être aussi long que ça. Voilà. Donc, quand on parle d'investissement, c'est sûr que quand on va à la banque puis il faut avoir un financement intérimaire et tout ça, c'est sûr qu'on prend un gros risque. Mais le créateur aussi prend un énorme risque et un énorme investissement de tout le temps qu'il pense à réfléchir à créer, qui sont souvent pas nécessairement rémunérés ou s'ils ont des aides petites ici et là. Donc, voilà, on réfléchit à ça. On n'a pas nécessairement trouvé la solution, mais on pense de trouver moyens où il y a des... Et ça, c'est peut-être pas encore complètement concrétisé, mais des collaborations avec certains producteurs où l'auteur... Il y a comme une autre compagnie qui se crée où l'auteur est peut-être pas à 50%, mais qui a quand même une certaine responsabilité, oui. Je parlais des films de l'autre, je pense que c'est un peu comme ça qu'eux fonctionnent, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas les droits des films, c'est les auteurs qui ont les droits. Je ne sais pas si éventuellement, ça vaut peut-être la peine d'explorer avec eux, parce qu'il y a un projet, en fait, sur lequel moi j'ai travaillé, finalement, c'est pas produit chez nous, mais qui a été produit par les films de l'autre. Et Julie Evon, qui était la scénariste, la réalisatrice, est devenue productrice avec l'aide d'une autre personne pour le travail, pour le film. Donc, elle a réussi à s'intégrer finalement dans les financements plus importants de cette façon-là. Oui, non, je les connais bien. Puis, c'est ça, on travaille pour essayer de voir si on peut faire des collaborations de ces types-là et si on peut trouver moyen de, pas complètement de faire le système, mais trouver des façons différentes. Garder le... Oui, parce qu'il y a certains auteurs aussi, réalisatrices ou réalisateurs, qui sont plus portés pour ça que d'autres. Oui. Puis, mais c'est quand même une job en soi produire. Fait que je pense que différents types de collaborations, c'est ça qu'on essaie de voir si c'est possible. Mais
à définir. Oui, oui, oui. À trouver. Ouais. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre. En conclusion. Des mots de sagesse d'une coopérative qui a 50 ans à une petite qui démarre. Ben, je pense que moi, ce que je retiens, je l'ai dit un peu plus tôt, en fait, c'est vraiment le fait de pouvoir travailler ensemble. C'est vraiment ça qui fait la force, c'est ce qui nous motive aussi, je pense, en termes de membres d'une coopérative. Ouais. Voilà. Merci. Vous voyez de l'avenir à ça? Ou tu vois de l'avenir à ça? Ben oui, moi je trouve que la collaboration puis le travail ensemble, c'est clé. Hein. Si on n'a pas ça, ben on n'a rien. Déjà, le monde est en train de s'effondrer. Si on ne travaille pas ensemble pour faire des belles choses, on ne va jamais y arriver. Quoi, tu vois. Fait que, ouais, ça prend beaucoup d'énergie quand même, Oui. parce que c'est plus facile de décider puis faire tout seul, hein, des fois. Mais ça prend peut-être plus de temps des fois, mais le résultat, c'est plus fort. On peut en faire plus. On peut en faire plus, ouais. C'est ça. Ouais. Voilà.